Donc, c'est tout aussi difficile de traiter cela que de traiter une addiction finalement. Alors, que pouvons-nous faire pour aider la personne à sortir de ces comportements, étant donné que ce sont des comportements autodestructeurs, comme leur nom l'indique? Et donc, que pouvons-nous faire en tant que euh, spécialistes de l'aide, professionnels de l'aide, parents, enseignants peut-être même dans les salles de classe? Quelle est la première chose à dire ou à faire par rapport aux personnes souffrant de cela? Eh bien, je pense que la première chose qu'il nous faut toujours nous souvenir de faire, c'est de ne pas tenter de contrôler l'adolescente ou l'adulte. Car si le parent ou le thérapeute ou l'enseignant ou l'enseignante entre dans une lutte de pouvoir avec la patiente ou le patient, si on leur dit arrête de te couper et de t'automutiler, et le patient nous dit mais j'en ai envie, je veux cela, eh bien, cela ne fonctionnera pas, car en tant que thérapeute en particulier, le patient à ce moment-là arrêtera de me révéler des choses, commencera à me raconter de moins en moins de choses parce que ce patient me percevra comme quelqu'un qui veut lui enlever le seul truc qui fonctionne pour lui. Et c'est donc la première règle, c'est de ne pas devenir le policier ou la policière. Et il nous faut être plutôt aux côtés de l'individu. Et ça commence par leur dire des choses comme vous devez beaucoup souffrir pour devoir vous automutiler ainsi. Si vous vous scarifiez ainsi, c'est que vous souffrez énormément. Et il y a des personnes qui, à cela, répondent non, pas du tout, je souffre pas beaucoup. Et ensuite, après avoir dit cela, ils réalisent que c'est parce qu'ils s'automutilent qu'ils ressentent moins de douleur. Mais s'ils ne s'automutilaient pas, eh bien, ils ressentiraient plus de douleur en effet. Donc, il nous faut changer notre façon d'aborder les choses. Il faut que ça soit un sujet facile à aborder déjà et que j'aborde avec aisance, et il y a quelque chose de tellement difficile. En disant cela, je pense que je me dis que pour un parent, cette façon-là d'aborder les choses serait pratiquement impossible parce que ça crée tellement d'anxiété chez le parent que, étant donné que c'est tellement affreux, atroce de voir les bleus sur nos enfants ou leurs cicatrices, leurs blessures sur la peau. Mais en tant que thérapeute, c'est un peu plus facile de simplement s'intéresser avec curiosité. Par exemple, je peux poser la question, quand avez-vous appris pour la première fois que quand vous vous faisiez du mal à vous-même, vous vous sentiez mieux? Et on serait surpris de réaliser à quel âge les enfants commencent. Parfois, ils disent des choses comme, bah, peut-être vers 6 ou 7 ans, et peut-être vers 6 ou 7 ans, j'ai découvert que quand je me faisais du mal à moi-même, eh ben, ça me permettait de me sentir mieux. Et ensuite, on peut avoir une conversation. On peut même discuter de ce qui se passait pour la personne quand elle avait 6 ou 7 ans et qu'est-ce qui faisait que la situation était tellement affreuse à vivre que la personne avait envie de se faire du mal à elle-même. Donc, quand on parle, donc, il nous faut présenter les atteintes à soi-même, l'automutilation, comme le moyen qu'a eu cet individu pour survivre. Ainsi, on ne met pas l'accent sur les choses affreuses qui se sont passées, les défaillances d'attachement ou les violences ou maltraitances subies à cet âge-là, mais on se concentre à la place sur comment la personne a appris à survivre. Et cela ne va pas susciter dans la personne les mêmes réactions émotionnelles. Et ainsi, nous ne courons pas le risque d'aborder trop tôt le traumatisme et d'aggraver ainsi les comportements autodestructeurs. Je me souviens que au début de ma carrière, et c'était il y a très très longtemps, dans les années 90, à cette époque-là, une bonne séance avec un patient ou une patiente, c'était une séance où la personne me parlait du traumatisme qu'elle avait vécu et me décrivait tous les détails
horrible de l'expérience. Et à la fin de ces séances-là, je me disais: «Oh là là», je m'auto-congratulais: «Quelle bonne thérapeute je suis! J'ai pu aider cette personne à ressentir ces choses, à s'en souvenir et à se souvenir de tous ces événements». Et après, la personne me disait la semaine suivante: «Ah oui, après la séance, je suis rentrée chez moi et je me suis auto-mutilée, je me suis scarifiée» ou «Au retour de la séance, j'ai bu» ou «Je suis rentrée de chez moi après la séance et j'ai réfléchi à différentes idées pour me suicider pendant tout le restant de la journée». Et là, je me suis rendu compte que, en fait, il y a un effet quand on recommence à parler de ces événements. En fait, cet effet n'est pas ce que j'avais cru qu'il serait, n'est-ce pas? Nous avons tous été induits à penser que c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie par la parole. La thérapie par la parole nous a induits à penser que parler des choses mènerait à leur résolution, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il nous faut être du côté de l'individu dans son équipe et nous devons être curieux au sujet de la détresse que ces personnes éprouvent et de combien ils se sentent submergés. Et il nous faut également nous intéresser à leur système nerveux, étant donné qu'un système nerveux traumatisé, même après la fin du traumatisme, le système nerveux reste traumatisé. Comme vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? C'est la même chose que nous pouvons constater également chez nos soldats. La guerre se termine où le soldat rentre chez lui et son état est encore et toujours traumatisé. Et donc la même chose est également valable pour les personnes ayant des traumatismes d'enfance et des blessures d'attachement. La traumatisation du système nerveux continue à influencer la façon dont cette personne va vivre sa vie quotidienne. Et bien évidemment, un système nerveux traumatisé a deux settings, deux façons, deux configurations. L'un, c'est activation du sympathique, combat, fuite, se mettre en colère, partir se cacher, ou alors être dans la peur, ça c'est aussi une activation élevée du sympathique, ou alors on descend dans une activation faible du sympathique qui correspond à l'anesthésie, l'engourdissement, la honte, la dépression, la déconnexion. Et donc, le système nerveux, souvent, c'est lui qui alimente et nourrit les comportements autodestructeurs. Et le schéma est le suivant. Quand le système nerveux se retrouve soit excessivement actif, soit insuffisamment actif, c'est cela qui va stimuler les comportements d'atteinte à soi-même. Et donc, nous examinons cela ensemble avec les patients. J'ai un diagramme qui représente ces mécanismes, je le montre aux patients et je leur dis, par exemple, je vais faire comme si ici j'avais le diagramme et je montre aux patients en quoi consiste ce diagramme et je lui demande où est votre système nerveux avant votre comportement de scarification, par exemple. Et où est votre système nerveux après le comportement? Et donc, le patient ou la patiente commence à constater que, j'utilise ce comportement qui me fait du mal à moi-même et ça me fait aller plus ou moins au milieu et si donc soit je suis trop actif et je m'engourdis, soit je ne suis pas assez actif et ça me permet de ressentir plus de choses quand je me fais du mal à moi-même. Et là, ça devient quelque chose de visible et manifeste. Et là, le système nerveux, la personne ne s'identifie plus à ce que fait son système nerveux de la même façon qu'elle le fait quand elle croit adopter ces comportements dans le but de se punir elle-même. Ou alors, pire encore, dans les personnes qui se font du mal parce qu'elles ont l'impression que c'est ce qu'elles méritent.
Oui, et là, je leur dis: «Non, non, non, il s'agit de votre système nerveux. Je sais que c'est la leçon que vous en avez tirée, mais en réalité, ce n'est rien d'autre que votre système nerveux.